démarrer un enregistrement. On va voir si je peux faire un genre de vidéo pendant que je parle. Et ça va, éventuellement, j'ai dit que peut-être ça pourrait servir à Gladys. Alors, donc tout à l'heure, on avait résumé tout ce qui était scénario et ce qu'il y avait d'important en fait. C'est dans ce scénario, plus que l'environnement, plus que le décor, plus que toutes sortes de limites de péripéties, c'est votre personnage principal. Le personnage principal, c'est vraiment le, la, la colonne vertébrale de votre histoire. Et ça peut être un groupe de personnages aussi. Hein. Souvent, les gens aiment bien faire ça. Mais ce qu'il y a à ce moment-là, c'est qu'il faudra essayer de traiter votre groupe comme un seul personnage. Et la dernière fois, j'avais dit que, ouais, une fois que vous avez votre personnage dans un groupe, essayez d'imaginer les personnages du groupe. Il y en a 3 ou 4. Et les 2 ou 3, vous essayez de les imaginer en relation avec votre personnage principal. D'accord? Soit ils sont complémentaires, soit ils contrastent, mais imaginez pas les personnages de votre groupe complètement au hasard en fait. Ah, j'aime bien faire ça, je vais le mettre là. Ça marche pas en fait. Euh, Parce que quand vous créez une histoire, le personnage principal, euh, tout dans votre histoire presque devra, mais bon, des fois c'est pas évident, revenir à ce personnage-là, d'accord. Et surtout le méchant. J'avais dit, je vais le répéter plusieurs fois, je le dirai toujours. Le méchant dans votre histoire, il représente les peurs de votre personnage principal. C'est le lien organique vraiment important qu'il faut retrouver là-dedans. S'il y a une idée qu'il faut retenir sur là-dessus, entre le personnage principal et l'antagoniste, c'est que les deux sont intimement reliés. En fait, c'est les deux faces d'un même personnage. D'accord. C'est vraiment un genre de double de votre personnage principal. Euh, et donc, ce personnage principal, ce que j'ai mis en premier en haut, c'est qu'il incarne la problématique du récit. Donc, admettons que vous imaginez une histoire de science-fiction. Bon, votre thème, c'est un peu, je sais pas, les trucs post-apocalyptiques où les gens ont détruit la planète après une guerre nucléaire, etc., etc. Donc, votre personnage principal, l'idéal, c'est qu'il incarne voilà, une problématique liée à ça. Si après ça il est juste joueur de golf dans un club qui a réussi à survivre quelque part et que la seule chose qu'il fait c'est jouer au golf, bah voilà, ça peut être intéressant dans le sens où c'est tellement décalé en fait que vous pourriez toujours rebondir sur autre chose, mais ça risque d'être compliqué. Le plus simple, l'exemple, je sais pas, il y a un vieux film qui s'appelait Mad Max, ils en ont fait un remake il y a pas très longtemps. Et Ouais, ouais, lui, il incarne vraiment. C'est une société violente. Lui aussi, il est quand même assez violent, mais peut-être du bon côté. Et il passe son temps à essayer de trouver de l'essence à mettre dans son moteur. mm. Euh, il essaye d'aider M'a les gens. traumatisé ce film. Le premier ou le dernier? Le dernier, Le dernier. Ah, Ouais, parce que je connaissais pas du tout en ah, fait, et j'ai découvert ça il y a quelques mois. d'accord. Je trouve ça tellement plausible que ça fait peur. Le premier était encore plus réaliste, je trouve. Parce que le dernier qu'ils ont sorti, ça faisait un petit peu western, western science-fiction. Mm. Euh, ouais, ça avait un petit côté. Mais le premier était carrément. Je sais pas si t'as vu le premier. Il y a le un et le Rien du 2. tout. Le un et le 2 pour moi, c'est les deux meilleurs. Le dernier, j'ai pas trop aimé. Je voyais plus où était le personnage principal. Je trouve qu'ils l'ont perdu dans le dernier. Euh, et du coup, je pense qu'ils auraient dû donner le rôle principal à la femme qui est avec lui. Euh, Parce qu'à un moment donné, Ouais, je trouve que on nous a dit Mad Max, mais il est pas là en fait. Si on connaît ouais. les deux premiers opus du film, il a vraiment un rôle, voilà. Donc, pour revenir à ça, ouais, lui, il incarne, en tout cas pour moi, pour les deux premiers films, il incarne vraiment. C'est un genre de, dans le un et 2 c'était un policier, voilà, qui, comment dire,
qui perd sa femme, etc. C'est une histoire assez noire et donc à la fin, dans cet univers post-apocalyptique, lui, il essaye de survivre, et comme tout le monde, et ben, il doit chercher de l'essence, etc. Et puis il essaye de venir en aide, même si c'est un héros comment dire, désabusé, un peu cynique, mais il a quand même un bon fond. Et donc il incarne aussi le, le fait que ben, la société qui a été détruite, elle avait plein d'illusions de ci, de ça, et tout ça est parti à l'eau. Et donc je trouve que c'est un bon personnage. Pour les plus jeunes, bon, ça va. Enfin, encore une fois, j'ai toujours les mauvais exemples. Ce film est très violent. Je sais pas si... En plus, le 1, je sais pas si vous arriverez à le trouver. Normalement, ça y est, parce que ça y est sur le net, parce que c'est un grand classique du cinéma. Et ben, il fait partie de l'histoire du cinéma, donc ça doit se trouver quelque part. Mais bon, vu le niveau de violence, bah, je sais pas si vous arriverez à regarder ça pour l'instant. Attendez d'être au lycée. Alors, donc, premier point, le personnage incarne la problématique du récit. Deux, permet de découvrir l'univers de la BD. Donc, quand vous allez construire votre histoire, ce qu'il y a dans votre BD, tout ce que vous allez imaginer en décor, en ambiance, en trucs bizarres, le lecteur va le découvrir à travers les yeux de votre personnage principal. Donc, on va le découvrir de son point de vue, avec les préjugés en fait de votre personnage, parce qu'il en a, avec ses défauts, ses qualités. Et c'est un truc sur lequel il faudra aussi construire. Donc le personnage, enfin le lecteur découvre l'univers à travers les yeux de votre personnage. Et peut-être ce qui peut arriver, souvent, enfin ce qui peut arriver, ce qui doit arriver, c'est qu'il arrive dans un endroit avec un certain type d'idées et de façon de voir les choses, il rencontre d'autres gens et ça change sa façon de voir. C'est tout l'intérêt de faire une histoire. Donc, sauf si vous avez un personnage, encore une fois, à la Indiana Jones, qui lui change pratiquement jamais. Mais si vous remarquez bien, c'est tous les personnages autour de lui qui changent en fait. Lui, il arrive là comme une espèce de catalyseur, entre guillemets. Il arrive avec, voilà, et là où il passe, les gens se transforment. Et c'est ce qu'il faut retrouver tout le temps dans votre histoire, des gens qui changent, et votre personnage qui change. Donc, permettre au lecteur de s'identifier, bah, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, et ce que je dis tout le temps, c'est un personnage parfait, ça ennuie tout le monde. C'est pour ça que si je reprends l'exemple de Naruto, c'est pour ça que c'est Naruto qui est la star et pas Sasuke. Sasuke, il est parfait, enfin à part qu'il est un peu dark, mais autrement il réussit tout, il est intelligent, il peut tout faire. Donc forcément il n'intéresse personne. Ce qui rend Sasuke intéressant, c'est Naruto, parce que Naruto il est plein de défauts pour le coup. Il a aussi plein de qualités, mais il a plein de défauts. Voilà. Têtu, un peu bête, etc., etc. Donc il faut ces défauts, il faut ces choses-là pour permettre au lecteur de s'identifier. Superman sans Clark Kent qui est timide et qui ose pas, Superman il est chiant en fait. Parce que voilà, c'est pratiquement Dieu, Superman il peut tout faire. Donc ça n'a pas d'intérêt. Il y a un autre exemple aussi dans un autre film que vous avez peut-être pas vu, vous êtes un peu jeune, mais sauf pour Valentine, c'est les Watchmen. Il y a un personnage dedans qui s'appelle... Qui est vieille. Hein? Quoi? Non, Tu m'as fait rire, c'est tout. Valentine qui est tellement vieille. Elle non, a 30 ans. j'ai pas dit que t'étais vieille, j'ai dit que tu étais... J'ai vu Watchmen au Ouais, cinéma. d'accord. Mais C'est pour les... génial. Bah, J'adore ce film. ouais, c'est pour ça que je dis que les plus jeunes, ils l'avaient pas vu, parce qu'il y a des scènes, bah, les parents sont peut-être pas d'accord. Et donc, il y a un personnage dedans qui s'appelle Dr Manhattan, et c'est pratiquement Dieu en fait. Voilà, il peut vraiment, vraiment, vraiment tout faire. Il peut même créer des univers à lui tout seul. Enfin, Superman, c'est rien à côté. Et ce personnage-là, il a l'air complètement invincible, imperturbable, mais il suffit qu'on l'accuse en fait de je sais pas quoi. Et il perd tous ses moyens, il s'en va, il se téléporte sur une planète, je sais pas où. Et donc ça veut dire qu'il est pas si invincible que ça en fait. Et c'est pour ça que ça le rend attachant.
en définitive. C'est pour ça qu'on arrive encore à la comprendre. Donc on a fini les 3 premiers points. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je pense que c'est des choses que vous saviez déjà un petit peu. Je fais juste remettre en lumière ces points-là. Il faut vraiment que quand vous écrivez votre histoire, ces choses-là vous apparaissent clairement en tête. Avant tout le reste, je pense. Question sinon? C'est bon. Ça va? Ok. On va continuer. C'est bon pour la part. C'est un petit peu théorique, hein. C'est bon. C'est des choses qu'on doit savoir. Euh, alors, une chose aussi que j'avais écrit, là on continue, il doit avoir un désir très fort qui apparaît dès le début de l'histoire. Et ce désir peut être relié à une blessure profonde. Voilà, donc quand je dis que un désir très fort qui apparaît, le mieux, et c'est un truc à réfléchir quand vous faites du scénario, c'est pas du roman, c'est du scénario, donc il faut trouver une façon visuelle de le montrer. Ça marchera mieux visuellement avec une action, avec voilà, un événement, des choses qui se passent, que votre personnage qui arrive et qui dit je veux très fort faire ça. Ça marche, ça tout tombe à l'eau en fait. Le personnage qui vient dire quelque chose comme ça, non, il faut que ça apparaisse dans ce qu'il fait. Et je reprends un exemple archi classique, mais c'est Naruto, parce que en fait, Naruto cumule en fait tous ces points-là dès le départ. Ouais, le scénariste et l'auteur, il a mis, enfin, je crois qu'il avait lu Truby ou des choses comme ça. Enfin, j'en sais rien, mais j'imagine. Mais donc, un désir très fort. Enfin, Naruto, dès le tome 1, en fait, pour ceux qui ont lu la BD ou l'animé, la première chose qui ressort du premier épisode, c'est je veux devenir Hokage. Ça, c'est le leitmotiv qui va revenir en longueur d'épisode, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, il a un désir très fort. Et souvent, ce que vous pouvez faire, c'est faire en sorte que la réalisation de son désir soit impossible. Et c'est là que vous avez une bonne histoire. Il faut que ça paraisse carrément impossible en fait. Et pour Naruto, ça l'apparaît parce qu'il est tellement bête, il arrive tellement pas à faire de magie qu'on se dit mais vouloir autant devenir Hokage et être capable de si peu en magie, tu n'y arriveras jamais bonhomme, c'est impossible. Et là, vous avez vraiment une tension dans votre histoire qui va être intéressante à travailler. C'est bon pour la première partie de la phrase. Et ensuite, c'est relier ce désir à une blessure profonde. Et il y a quand même une blessure, en fait, je reprends Naruto parce que tout le monde connaît, c'est que bah, il a toujours été rejeté à cause de cette espèce de démon qu'il y a dans lui et du fait qu'il est bête. Euh, Bah, il a toujours été à l'écart. Donc vous voyez que son désir, il veut très fort être quelque chose parce qu'il a toujours été rejeté. Et il y a un truc que peut-être que j'ai pas écrit, c'est que bah, la réalisation de son désir va être quasiment impossible. En fait, il va y arriver, mais il aura fallu des épisodes. Des questions par rapport à ça? Non, c'est bon. C'est bon. Euh, il doit avoir un défaut psychologique. Bah ça, je pense que tout le monde a compris. Un personnage qui est trop gentil, toujours à l'écoute de tout le monde, il vole jamais, il ment jamais, enfin, il commet aucun des péchés, les 12 péchés capitaux, ça. Dans la vie, c'est dur à paraître moine dans un monastère, et encore, péché de gourmandise, je pense que ça peut encore arriver. Donc, il vous faut des défauts à votre personnage, d'accord? Sinon, il aura aucune épaisseur. Et ça, souvent, les gens, en matière de scénario, les scénaristes qui n'ont pas forcément écrit énormément, ils ont tendance vraiment à l'oublier, à essayer pas de concocter en fait, de créer une espèce souvent de personnage qui est chevalier, machin. Donc il y a toujours une moralité à toute épreuve. Il n'a pas non plus ni de petits défauts, etc. Et ça vraiment, ça permet de colorer votre personnage, lui donner une épaisseur en fait, beaucoup plus que des personnages trop schématiques. Euh, alors, on continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les traits du perso principal se révèlent dans ses interactions avec les autres persos. Donc ça, je vous l'ai déjà expliqué dans le cadre du groupe. Et il faut un contraste entre les différents caractères des personnages. Pour ça, je l'ai déjà expliqué. Hein. Voilà, souvent, il peut arriver qu'il y a un personnage avec lequel il s'entend bien
avec lequel il peut comment dire se confier. Et ce genre de personnage, c'est intéressant pour vous, pour donner des informations sur le passé de votre personnage. Ça marche beaucoup mieux que le flashback. Le flashback, c'est emmerdant. C'est à un moment donné, l'histoire s'arrête et on revient sur un truc dans le passé. Donc le lecteur, lui, ça lui casse son rythme en fait. Et j'ai vu ça dans les mangas. Des fois, c'est interminable ces flashbacks. Je sais plus. C'est un truc que moi, j'aime pas du tout. On peut en mettre un comme ça, mais très très rarement quand c'est vraiment indispensable. Le mieux, c'est que les informations sur le passé de votre personnage ils soient inclus dans votre trame, que vous trouviez une façon élégante scénaristiquement d'inclure ça dans le cheminement naturel de votre histoire. Plutôt que d'arrêter l'histoire, allez hop, je vous en mets une tartine sur quand il était petit, voilà. Ça fonctionne vraiment pas en fait. Et le personnage avec lequel votre personnage s'entend bien, avec lequel il peut se confier, ça marche et ça fera un contraste avec ceux avec lesquels il va se friter plutôt. Hmm. Euh, Ok. donc ça, D'acolyte. ouais, ouais, ça peut être ça. Après voilà, il faut essayer de faire travailler son imagination, essayer de trouver comment ça peut se faire. Euh, Personnage du mentor aussi. Euh, pour ceux qui ont vu le premier film de Star Wars, t'as Obi-Wan dans le tout premier, ce qui était sorti il y a longtemps. C'est lui qui vient en révéler un peu plus sur le passé de Luke en fait. Il le rencontre et puis il lui parle de son père, etc. etc. Donc c'est une autre façon assez simple de faire les choses. Mais évitez les flashbacks, ça casse vraiment le rythme de l'action. Ou alors il faut trouver toute une astuce pour essayer d'intégrer ça. Alors je continue. Il faut donc imaginer les personnages secondaires en fonction du personnage principal. C'est ce que je vous ai dit plus haut, c'est-à-dire que tout dans une histoire doit se ramener à votre personnage principal. Donc pareil, le personnage secondaire, voilà, il faut qu'ils aient un lien, pas de parenté, etc., mais ils aient un lien avec la problématique de votre personnage au moins. D'accord. Pas obligé qu'il soit son neveu, son frère, ça c'est pas. Ça paraît compliqué à faire d'ailleurs, pas du tout naturel. Donc il faut qu'ils aient un rapport avec la problématique de votre personnage principal. Toujours tout relié. Euh, Imaginez en détail le passé du personnage. Alors là-dessus, je vais mettre une petite astérisque. Imaginez en détail. C'est Des fois, c'est peut-être pas utile d'en mettre 10 pages ou 15 pages dans vos notes. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens, ils écrivent sur plein de trucs. Et ce qui va arriver, c'est que dans le scénario, étant donné que c'est un scénario de BD, donc c'est un format très limité, ou même si c'est un scénario de film, trop de choses vont jamais se retrouver dans votre scénario final, dans votre histoire finale. Donc, écrivez suffisamment de détails pour que votre personnage ait une épaisseur. Et ensuite, sélectionnez ce qui peut être intéressant pour votre personnage. D'accord. Ah, je pense que c'est la façon plus intelligente. Mais après, si vous aimez ça, détailler le passé de vos persos, allez-y, hein, remplissez des carnets, ça pourra vous faire que du bien. Mais il faut comprendre que après, il y a voilà, si vous écrivez 50 pages, il y aura peut-être 5 pages qui sont intéressantes et utiles en fait. Donc voilà ce que je voulais rajouter et le caractériser. Donc ça c'est assez logique, mais il faut quand même le préciser. Si votre personnage il est, je sais pas, prince à la cour du grand royaume magique de Struckmush, il aura théoriquement il a eu des précepteurs, il a appris à parler correctement, et peut-être qu'il connaîtra une ou deux langues et il pourra se battre à l'épée. Sauf si vous imaginez un personnage qui est un gros fainéant, voilà, qui fait jamais rien. Mais de toute façon, je pense que même dans ce cas-là, euh, vivre dans une cour d'un royaume magique, ça t'es obligé de savoir des choses en fait, tout simplement parce que t'es dans un milieu qui est comme ça.
Donc même si tu fais pas d'effort, ce que tu as besoin de savoir, tu le sauras à ton insu. Donc le personnage, on pourra toujours le caractériser si c'est un personnage princier avec les caractéristiques de prince. Et s'il est un jeune, comment dire, un jeune assistant d'un forgeron d'un petit village paumé dans le pays magique de machin, et ben forcément sa façon de parler, sa vision du monde sera complètement différente. Le gars, il a toujours vécu dans son petit village, etc. Donc c'est des choses assez évidentes. Tenez-en compte, faites attention de pas avoir un personnage trop qui sait vraiment tout, qui parle très bien alors qu'il est censé être un paysan au fin fond d'une forêt. Mais vous pouvez le caractériser différemment. Il est paysan, mais il y a un monastère pour lequel des fois il va travailler. Il y a un moine dans ce monastère qui lui a appris à écrire ou à lire. Et il aime bien les livres. Et votre jeune paysan, même s'il est un peu naïf parce que il est paysan et il voit pas beaucoup de choses, il a quand même accès à des livres. Il a quand même une vision du monde. Ça peut vous créer un personnage moins basique, d'accord? Ça peut être intéressant, mais il faudra le construire, hein. Il faudra essayer de trouver les bonnes raisons et que ça soit plausible pour que vous puissiez le déformer, comme il faut. Question? C'est bon. Ça va? Euh, Ensuite, faire attention au fond et à la forme de notre message et la façon dont on le raconte. Alors, je sais plus pourquoi j'ai écrit ça. Ça, c'est par rapport à moi, je pense. Sérieux? Non? Parce Peut-être. que ma première histoire de cet été, il m'avait dit que, parce que j'avais un message, une morale, etc. Ah oui. Il m'avait dit que j'étais trop sur la morale et pas assez sur Oui, l'histoire. c'est-à-dire que Je sais pas. non, mais ça peut arriver. J'ai vu d'autres cas comme ça. C'est pas spécialement par rapport à toi, je pense. Ok. Mais non, c'est parce que souvent, c'est vrai qu'on vit une époque où les gens ont envie de dire des choses par rapport à ce qui se passe, etc. Mais il faut faire attention à ce que la portée de votre message dépasse la fonction divertissement entre guillemets. Et ce que je voulais dire, c'est que il faut d'abord remplir les conditions de l'œuvre, c'est-à-dire divertir les gens, si vous voulez leur faire peur ou voilà, les faire pleurer, etc. Il faut d'abord remplir cette condition avant de faire passer le message. Faites pas l'inverse. Mettez pas le message en avant et ensuite l'histoire, c'est jamais qu'un prétexte. C'est ça, vous avez perdu tout de suite. Vous avez perdu tout de suite. Les gens vont pas s'y intéresser. Ça va. Ils verront plutôt une genre de leçon de morale en fait qu'une histoire. Donc, on prend l'inverse. On va dire, ben voilà, je vais d'abord m'intéresser à leur faire une très bonne histoire, à bien caractériser mes personnages en fonction de la problématique, faire en sorte que la façon dont ils vont montrer, je sais pas si c'est un problème écologique, et ben, la façon dont ils vont montrer le problème écologique, ça va être assez innovant, marrant ou triste ou voilà, vraiment générer de l'émotion d'abord, réfléchir à ça. Et ensuite, une fois qu'on a gagné le cœur des gens, c'est là qu'on va toucher leur esprit en gros quoi. C'est à ce moment-là votre message y va passer. D'accord? Mais s'il n'y a pas ça d'abord, ouais, à mon avis on a perdu. Et maintenant voilà en gros ce que. Ouais, du coup ça n'a rien à voir que le personnage principal peut-être. J'imagine. Ouais. Bon, pas grave. Euh, Voilà en gros. Ça fait déjà 1 heure que je parle presque. Ça va. Personne ronfle. Ils ont coupé leur micro pour pas que j'entende. Vous allez. Est-ce que vous avez Non, quand même. est-ce que vous avez des questions? Il y a peut-être une ou deux choses que vous deviez savoir déjà de manière un peu implicite. Je pense que j'ai remis en lumière. Il y a peut-être d'autres que vous saviez pas. C'est super important. Et là, ce que je vous donne, c'est vraiment les points vraiment basiques. Hein. Je suis pas, c'est pas, il y aurait peut-être plus de détails. Donc, c'est bon pour ça? Est-ce que ça vous va? Mhm. Ça va. Ça va? Ok. J'ai vu que Chacha avait posté un truc.
Donc j'avais lu la première histoire. Donc James c'est un petit garçon qui aime les biscuitos. Ah, il aime les biscuitos. Il faudrait savoir pourquoi il aime autant les biscuitos. Qu'est-ce qui lui est arrivé dans son passé qui fait qu'il aime ces biscuits-là plutôt qu'autre chose. Et je pense que le cœur de ton histoire, elle sera là. Il voit qu'il y en a plus, sa mère lui demande d'aller chercher ce dont il a besoin, etc. etc. Et du coup, ouais, t'as deux affreux Jojo qui viennent lui disputer ses biscuitos. Ils veulent des, mais il n'en reste qu'un paquet. Donc ils vont se battre, ils sont poursuivis par un chien, bloqués par un super jouet, etc. Donc il y a le tome 2. Ah, car sa grand-mère, Chacha corrige en temps réel. Non, fais-le en fait. Si tu veux le reprendre cette histoire, fais-le à tête reposée. Cherche-toi un carnet, des notes, un petit peu de musique. Et à ce moment-là, tu écris plusieurs versions. Et même, tu écris des versions peut-être un peu folles en fait. Tu as un extraterrestre qui lui a donné un biscuitos il y a très longtemps. Et du coup, chaque fois qu'il en mange, enfin, j'en sais rien, tu vois, essaye d'imaginer différentes choses. Le pire qui puisse vous arriver, c'est d'avoir une histoire, de partir directement dessus. Et pas essayer de changer les briques, de les intervertir, de les mettre à l'envers. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver au départ. La première idée peut être la bonne dans 10% des cas. Mais dans 90% des cas, je dirais que la première idée, elle est toujours à changer, à modifier, à mixer avec d'autres choses. C'est vraiment ça qu'il faut aussi retenir de l'écriture d'histoire en général, en fait, même de scénario ou de roman. C'est vraiment que vous essayez de, quand vous lâchez vos premiers trucs, vous avez votre premier squelette, retournez-le dans tous les sens. C'est vraiment ce qui va rendre votre histoire plus originale. Donc ils sont au coude à coude, ils arrivent au supermarché, voilà, et on a au du verre. Rentre chez lui, etc. Il manque un moment de tension plus fort dans ton histoire, Chacha. Euh, il manque un dilemme. Attends, je suis obligé de couper. Attends, je vais voir si je peux. Je suis obligé de couper mon stream parce que il veut pas m'afficher. Il me manque un bout de la phrase que tu as écrit. Attends. Alors, ils sont au coude à coude, ils sont poursuivis par un chien, puis bloqués par un super jouet. Ils arrivent dans le dernier paquet, prend le paquet en donnant à la réserve. Ok, il manque une tension, en fait, dans ton histoire. Et bah, à trouver là, ça risque d'être un peu euh, trop rapide pour moi. Euh, mais il faudrait, je sais pas. Euh, Il faudrait qu'il y ait plus de dilemme pour James avec ce dernier paquet de biscuitos. Peut-être qu'il est amoureux et sa copine lui dit que voilà, si tu veux qu'on sorte ensemble, il faut que tu me ramènes un paquet de biscuitos tout de suite. Et après, on peut sortir ensemble. Et du coup, si jamais il récupère pas ce paquet C'est de une bonne idée, biscuits. en fait, je vais écrire ça. Hein? Allô? Je vais vraiment te prendre l'idée, je crois. Bah vas-y, moi, y a aucun problème. Et voilà, pour lui, c'est sa première histoire amoureuse. Et voilà, mais il y a ce paquet de biscuitos entre elle et lui. Franchement. Et du coup, s'il l'a pas aujourd'hui, voilà, le début de son premier amour va être compromis. Et là, t'as une tension. Et là, il va vraiment se battre, du coup, pour y arriver. D'accord. Donc, essaye peut-être de le revoir comme ça. Et pour Alma, et peut-être que au final, en fait, si tu veux rompre la tension, et je sais pas quelle fin tu as, imagine plusieurs fins, plusieurs débuts. En fin de compte, peut-être qu'il aura pas et que la nana, quand il le verra arriver, tout avec peut-être un biscuitos, tout écrasé dans la main, elle lui dira bon, c'est pas grave. Voilà, on pourra rester ensemble quand même. Ça peut être une fin marrante, très fleur bleue, etc. Ça va faire couler une larme à tout le monde. Enfin bref, réfléchis à quelle émotion, sur quel registre émotionnel tu veux jouer ton histoire. Euh, pour Alma, j'ai lu un peu ce que tu as écrit. Il y a beaucoup de personnages, on sent que tu es parti dans la grande fresque euh, de la saga en 8 tomes. Bah, je dirais le même concept
enfin, le même conseil. Il faudrait que tu arrives à simplifier. Ton personnage principal, il est dans le royaume truc, il veut faire ça. Là, j'ai beaucoup parlé du personnage principal et à la limite, pour moi, te perdre commence peut-être par ton personnage principal à la limite avant d'attaquer. Il est prince, etc. Il veut faire ça. Son problème en tant que prince héritier, etc., c'est qu'il veut faire tel truc, mais voilà, il n'y arrive pas. Il va arriver quelque chose et puis ben, il va aller dans tel et tel royaume, il va lui arriver des aventures, il va arriver des rencontres, il y aura son antagoniste qui va être en relation, il faut imaginer la peur qu'il a. Donc je sais pas, je savais que c'est Willow, peut-être une elfe, c'est peut-être elle le personnage principal. Donc, et comme j'avais dit que si c'est un groupe, essaye de te focus sur un personnage en particulier, d'accord? Et c'est à travers les yeux, ouais, à travers les yeux de ce personnage que tu vas faire découvrir les autres membres du groupe. C'est beaucoup plus simple. Et voilà. Oui, tu avais une question, Alma, peut-être? Non, en fait, je voulais que ce soit tous mes personnages principaux, mes personnages principaux, pardon. Bah, Et ouais, mais il y a donc, dans une histoire, tu peux pas avoir oh, une chose que tu apprendras, c'est que aucun scénariste se lance dans une histoire avec plusieurs personnages principaux dans la mesure où tu peux pas avoir plusieurs lignes principales dans une histoire, t'en as une. Et mais ça veut pas dire que tu pourras pas créer l'histoire de tes personnages. Et aussi pense au lecteur en fait. Toi dans ta tête, tu prends beaucoup de plaisir à l'imaginer. Mais tu pourras pas, si tu déballes tout comme ça, le lecteur lui il va se perdre, ça fait trop d'informations en fait. Donc il vaut mieux se concentrer sur un personnage. Et c'est à travers les yeux de ce personnage, à un moment donné, et ben le personnage que je sais pas, Mali, qui est une petite épéiste dont on parlait pas trop, à un moment donné, elle est dotée d'une grande force. Et ben à un moment donné, on va découvrir sa grande force dans un événement. Peut-être qu'il y a une pierre qui est tombée, personne n'arrive à le faire, et il y a quelqu'un qui a pris, et voilà, grâce à sa force, elle arrive à le faire. Et à ce moment-là, le personnage vient lui parler, il se passe quelque chose, et raconte un peu son histoire. On en sait un peu plus, du coup, sur ce personnage-là. Et ainsi de suite. Pareil pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment garder ça. ouais. Et il y a un type de scénario qui s'appelle le scénario choral, que je pratique pas. Spécialement, je me méfie énormément de ça. Ça m'a l'air un espèce de truc un peu fourre-tout. Et c'est très facile de se perdre. Et moi, je dirais que pour vous qui commencez à imaginer des histoires, concentrez-vous sur des choses euh, plus simples, entre guillemets. Il n'y a pas de choses simples, hein. C'est juste une question de niveau auquel on aborde les choses. Quand je dis simple, c'est votre premier niveau. En pratiquant, en faisant écrire plein d'histoires, ça va vite se complexifier pour vous. Et du coup, je dirais donc, voilà, garde-en une. Et ensuite, tout ce que tu as écrit là, comme j'ai dit au début, c'est cool, tu le mets dans un carnet, etc., etc. Tu gardes ça bien au chaud. Mais tu simplifies. Alors, Oui, vas-y, oui, oui, oui. Pardon. vas-y. Non, en fait, je suis déjà en train de remplir un carnet là-dessus et j'ai déjà mon dossier de 2 cm d'épaisseur en fait. C'est cool. Du coup, bah, fais-moi le début, milieu, fin. Mon personnage principal, Ok. l'acte 1, j'ai mis le schéma. Et pour chaque point qu'il y a sur le schéma en 3 actes, tu me mets 2 phrases, pas plus. Ok. Et honnêtement, si un jour tu vas avoir un éditeur, il faudra faire ça, hein. L'éditeur, il n'aura jamais le temps de t'écouter expliquer l'univers qui sûrement est bien. Je dis pas que c'est pas bien. Tu as fait un énorme travail, etc. Tu as beaucoup bossé dessus, il est super riche. Mais quand tu vas aller le présenter à un éditeur ou même à d'autres dessinateurs, au début, il faut que tu arrives vraiment à simplifier les choses au maximum. Et c'est l'exercice que tu devrais faire. Si tu as déjà beaucoup de choses et que tu as envie peut-être de te lancer un petit peu plus là-dedans, voilà, reprends-moi ta Mhm. structure en 3 actes et pour chaque point, tu mets 2 phrases, maxi. Et pas des phrases à Ok. rallonge, hein, me fais pas une phrase qui dure un paragraphe, hein.
Oui, Et pas une une phrase, phrase avec c'est... 30 virgules. Hein? Allô? Pas une phrase avec 36 virgules ou. Ouais, enfin, tu m'as compris. C'est vraiment... Et ça, c'est assez chiant à faire comme exercice, mais c'est super intéressant. Ça va te donner l'essentiel de ton histoire. Et c'est à partir de là que tu travailles. Et ça, tu as une structure et tu pourras reprendre tous les détails de ton univers. Et plutôt que de le déballer comme une liste qui va ennuyer tout le monde, hein, et il y a ça, il y a... Non. Dans ton histoire, tout va être structuré et les gens à tel endroit ils vont découvrir ça, à tel endroit il y aura ça, à tel endroit il y aura ça. Et puis il y a des choses qui ne seront pas dedans malheureusement parce que si tu fais une histoire que ça a 48 pages, tu pourras pas tout mettre. Donc ça va t'obliger aussi à faire des choix. Et du coup, ce qui peut se passer après, maintenant, avec le net, les gens, ils mettent ce qu'ils n'ont pas pu mettre, ils font un artbook. Et voilà, tout ce que n'ont pas pu voir, bah, c'est là-dedans pour les fans. Donc voilà, si tu veux faire un petit exercice, si t'as pas trop de travail, si tu as déjà beaucoup de choses, là, c'est me Ok. résumer. Et voilà, si ça peut t'aider, mets-toi dans l'idée que tu dois le présenter à un éditeur. Voilà, tu vas au Ok. festival de dessin de ta ville, il y a quelques éditeurs qui sont là. Le gars il veut bien te recevoir, un peu comme j'ai dit tout à l'heure. T'as 10 minutes pour lui expliquer ton histoire. C'est bonjour monsieur, je vais vous parler de mon histoire. Lui il est là avec une tête, il envoie 15 000 par an donc il est blasé mais au possible. Donc, et souvent ils sont pas tous comme ça, mais tu sais bien qu'il en a entendu plein. Enfin, c'est un éditeur qui est assez, qui vaut le coup quoi. Et voilà, donc toi, faut que tu sois efficace. Ok? Ouais. Ça pourrait être marrant. Je l'ai fait une fois dans, avec des plus jeunes, il y a longtemps. Et c'était marrant. Donc j'avais un stand et... Bref, alors j'ai un nouveau message. Ok, Chacha a modifié. Ok. Je lirai un petit peu plus tard, Chacha, je pense. C'est cool, je réfléchirai à ça. Il y aurait deux choses dont je voudrais vous parler. Euh, Est-ce que vous avez des questions du coup? Ou pas? Oui, non. Euh, Non, non. c'est bon. Ok. Il y a deux choses dont je voulais parler aujourd'hui. C'est le rôle de la magie dans votre histoire. Est-ce qu'on l'a déjà traité ça ou pas? J'en ai déjà parlé. Je sais plus trop. Pas encore. Pas encore. Euh, donc je sais pas si je vais être très clair. Je crois que je me suis pas assez préparé cette fois, mais bon, je vais tenter quand même. Euh, Tant que je mette de l'ordre dans mes idées. Euh, alors, ça va être assez simple. Quand vous créez de la magie dans un univers, euh, l'idée c'est qu'il existe deux types de systèmes de magie. Vous êtes déjà au courant. Vous me dites si c'est ok ou pas. Si vous le savez déjà, c'est pas la peine. Euh, oui, non. Sur les systèmes de magie, il y a deux systèmes. C'est la magie, un système de magie douce ou un système de magie dure. Donc je sais pas si vous avez déjà entendu ça. Non, plus personne est là. Si, si. Alors, ce qu'on appelle un système de magie douce, en fait, c'est que on saura pas vraiment comment vous expliquer ça. On donne pas forcément d'explication très poussée sur comment fonctionne la magie, d'accord? Donc c'est un peu le style Harry Potter. Bah, il fait un peu de magie, ça fait ci, ça fait ça. Il y a deux trois recettes. Mais fondamentalement, on va pas passer
des heures à vous expliquer que pour faire tel sort, il faut tel truc, aller chercher à tel endroit, etc., etc., à utiliser dans telles conditions. Euh, donc, le système de magie où on sait pas trop comment le faire, etc. Et il n'y a pas forcément énormément de conditions en fait pour l'utilisation de la magie. Ça s'appelle un système de magie douce. En résumé, je résume énormément parce que sur le net, après, vous avez des gens qui font des pavés entiers avec plein de détails très importants. Mais je voulais juste résumer ça pour vous pour commencer. Et au contraire, vous avez un système de magie dur, entre guillemets, où là, la magie, elle a un coût en fait. On peut pas utiliser la magie n'importe comment. Ça a des règles bien précises. Euh, et aussi, une chose importante, c'est que cette magie-là, elle pourra pas forcément servir à résoudre les problèmes de, du scénario et de l'histoire. D'accord. Euh, donc, c'est un peu les deux systèmes de magie sur lesquels les gens travaillent en général quand ils écrivent des histoires. Surtout que je vois souvent qu'il y en a qui aiment faire de la fantasy ou de la, enfin, de la SF, c'est pas des problèmes de magie, c'est plutôt des problèmes scientifiques. Donc, et la différence à la limite entre magie et en fait SF et fantasy, c'est que la magie, elle a ses lois à elle, qui sont souvent expliquées de manière assez particulière, pas expliquées, alors que dans la science-fiction, la technologie, on essaye au maximum de nous l'expliquer. Hein. Voilà, même si des fois les explications sont un petit peu pas terribles, mais l'idée dans l'ASF, c'est que les principes viennent de la technologie. Et ce qu'il y a, c'est que la technologie, tout le monde peut l'apprendre aussi. D'accord? Même si la technologie est super compliquée dans votre histoire de SF, le mec, s'il va à l'école, etc., il rentre, il fait un truc, enfin, il va dans une usine, un laboratoire, il va chercher les plans, etc. Donc il y a toujours moyen d'apprendre. Et la technologie dans une histoire de SF, c'est un truc qui est plus ou moins démocratique, entre guillemets. C'est-à-dire que tout le monde peut l'acquérir ou l'apprendre. On peut bien sûr imaginer une technologie extraterrestre, etc. Mais bon, il y aura toujours des clés quelque part pour essayer d'identifier cette technologie. Alors que la magie, elle peut s'apprendre que en étant initiée par des magiciens. Et c'est pas du tout démocratique entre guillemets. Après, ce qui a peut-être été comment dire le point de vue original de films comme Harry Potter ou Naruto, c'est d'avoir imaginé des écoles de magie. C'est marrant, tu vois, la magie a emprunté à la SF le fait que la magie soit en fait plus ou moins banalisée, un peu comme une sorte de technologie dans la SF. Donc, mais si vous voulez revenir à la source et bien la différence euh, entre les deux, disons qu'elle vient de là. C'est le côté initiation, côté un peu aristocratique en fait de la magie. Il y a des mages, etc., etc. Et la source de la différence, c'est ça. Euh, Est-ce que je vais... euh, Bon, je pense qu'on peut arrêter là, sinon je vais trop parler. Ça va devenir indigeste. Et aussi, ouais, la dernière chose sur laquelle on peut insister, c'est est-ce que la magie a un coût? Est-ce que la magie est rare dans votre univers ou est-ce qu'elle est partout? Dans certains univers, il faut faire des années d'études, chercher tel truc, construire tel machin, et le fait d'avoir un pouvoir magique, ça a vraiment une valeur extraordinaire du coup, vu que c'est rare. A contrario, enfin, si on peut en faire partout, pour faire la vaisselle, tu fais de la magie, pour laver ton linge, etc. Bon, bref, là, ça a plus du tout de valeur intéressante. Enfin, je vais pas dire intéressante, ça a plus la même valeur. Voilà. Donc c'était juste ça dont je voulais parler, vu qu'on avait parlé on parle d'univers, de personnages, de construction d'univers, etc. Donc je voulais juste
vous signifiez ces petites différences qui existent en fait, enfin pas maintenant qui existent, mais quand les gens se mettent à construire des univers genre SF, enfin magie, enfin plutôt fantasy, on en vient toujours à ces deux systèmes, magie douce ou magie dure. Alors on se dit, bon, est-ce que je vais situer mon univers plutôt par rapport à ça ou plutôt par rapport à l'autre truc? Après, sur Internet, vous avez des gens qui font des vidéos, des trucs, il y a plein de sites. Donc, je sais pas si vous étiez au courant de ça, mais maintenant vous l'êtes. Donc, la prochaine fois que vous faites une histoire avec de la magie, allez jeter un œil et essayez de creuser des choses là-dessus. Et si vous avez des questions, etc., ben on en discute. Moi, ça m'intéresse. Je suis loin d'avoir épuisé le sujet, loin de là. Donc, si vous avez fait des vues ou lu des trucs et que vous voulez en parler, ben c'est voilà. Moi, ça m'intéresse d'en parler avec vous et peut-être que j'en parlerai un petit peu plus tard, si jamais j'ai le temps de creuser un peu plus les choses aussi. Mais en tout cas, voilà. Vous avez encore un petit peu de courage. Je vais essayer de vous parler d'une dernière chose. C'est bon. Alors, toujours dans le thème de créer un univers, créer un personnage, créer un scénario. Il y a une autre technique dont j'ai parlé une ou deux fois, dont j'ai dû glisser le mot à un moment donné. C'est ce qu'on appelle le world building, donc la construction d'univers. Et c'est quoi le world building? C'est plutôt une technique qui est utilisée dans les jeux de rôle, les jeux vidéo et un peu le roman. Et ce qui consiste à, ben, c'est un mot anglais, donc c'est world, c'est monde, et building, c'est construire. Donc c'est la construction de monde, construction d'univers. Il y a des gens pour qui c'est un passe-temps, voilà, c'est leur un passe-temps de leur vie. Donc ils passent du temps à imaginer toutes sortes d'univers. Mais c'est à ce moment-là, c'est des univers qui sont souvent très détaillés. On va essayer d'imaginer ce que les gens mangent, ce que les gens, comment les gens se comportent dans tel ou tel endroit. Au-delà, en plus de ben, tout ce qu'on imagine en général, le pays, il y a les châteaux là-bas, ici il y a le désert, il y a telle peuplade, là ils font telle magie, ça ici c'est telle source de magie, etc., etc. Et quand on fait du world building un peu sérieusement, les gens vont aller beaucoup plus loin que ça et vraiment prévoir tous les petits détails, la vie économique même du pays, de chaque ville, les détails économiques de telle population. Il y en a qui sont vraiment des fous et qui vont aller très loin. On le fait souvent en jeux vidéo sur des jeux style RPG, Role Playing Game, les jeux de rôle où on est un jeune aventurier qui doit se balader dans plein de pays avec des quêtes à rallonge qui durent 20 heures. Donc ça, ils payent un mec spécialement pour ça, pour que lui, il a imaginé tous les petits détails de ces univers, parce que souvent il y en a plusieurs, pour que les choses soient crédibles. Et donc c'est ce qu'on appelle le world building. D'accord? Donc, et pareil, il y a énormément de choses sur le net. Et souvent, si on veut s'y mettre, on va se dire, mais par où commencer? Parce que là aussi, il y a de quoi remplir une petite case de carnet en fait, de toutes ces choses qu'on va imaginer. Et on a imaginé deux méthodes différentes. Il y a une qui s'appelle l'approche ascendante et l'autre qui s'appelle l'approche descendante. Bon, ça fait un peu cours d'école. Bonjour, aujourd'hui. Alors, il y a. Donc, mais bon, approche ascendante et approche descendante. Donc, l'approche descendante, ça va être celle où vous allez imaginer le. Vous allez partir du général, du plus général, et aller au plus particulier. Donc, vous allez descendre. Donc, vous allez imaginer l'univers, les lois physiques de votre univers. Vous allez imaginer les galaxies, puis c'est telle planète, ensuite il y a tant de continents, et puis il y a tant de pays, ensuite il y a tant de villes, et ensuite il y a une ville, et ensuite il y a mon personnage, et ensuite il y a sa famille, et puis il y a ses amis. Et vous voyez l'approche descendante, on va partir d'un truc très haut, et on va tout doucement descendre, et plus vous allez descendre, et plus vous aurez de choses à imaginer. Ça c'est l'approche descendante. Et à l'inverse, c'est à vous de choisir la chose qui vous plaît le plus. Vous pouvez partir d'un personnage, c'est un tel, il est chevalier de je sais pas quoi. Donc une fois que vous avez posé ça, vous allez ensuite vous réfléchir c'est quoi l'ordre de chevalerie, du coup mais c'est dans quelle ville, mais dans quel comté, dans quel pays, mais sur quel continent,
Et ainsi de suite. Donc vous partez à l'inverse, c'est ascendant. Donc il connaît des mages. Ah, il y a une guilde qui fait partie, il y a sûrement d'autres guildes de mages. Mais du coup, où est-ce qu'elles sont réparties sur la planète, etc., etc. Donc voilà, on va dire l'approche, les deux approches de la façon de construire du world building. À vous de choisir celle qui vous plaît le plus. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. C'est juste, comment dire, à vous de savoir enfin, faites les deux, puis testez. S'il y en a une qui plaît le plus, ben, adoptez-la. Ouh là là, là j'ai parlé. C'est bon, donc on a vu le personnage principal, on a expliqué plein de choses. On a vu les lois de la magie, je vous ai expliqué les deux systèmes, magie douce ou magie dure. Magie douce, la magie, bon, on fait un petit peu comme on veut, machin, et souvent ça peut être utilisé pour résoudre les problèmes de votre personnage. Magie dure, c'est plus compliqué, il faut des lois, il y a un coût, etc. On peut pas faire de la magie comme on veut, et on essaye de pas l'utiliser pour résoudre les problèmes critiques de l'histoire. Donc, magie douce, magie dure, après c'est à vous de jouer. Et ensuite, je vous ai expliqué ce que c'est que le world building et les deux approches différentes voilà, de ce que c'est que, enfin, les deux approches pour faire du world building et ce que c'était. J'ai fini mon grand speech. J'ai l'impression que j'ai fait un cours magistral. Des questions? Non, Non, ça va. ça va. Euh, Non, Alma est partie du coup. Elle est partie dormir. Il va nous rester un peu de temps. Euh, Du coup, j'ai pas spécialement prévu d'autres choses par rapport à ça. Je pensais rester. Est-ce qu'on dessine pas notre personnage principal du coup? Ouais, c'est bon, on peut faire comme ça. Je pensais être plus long et je pensais qu'il y aurait eu des questions et qu'on aurait eu un échange plus interactif, mais personne n'a de questions, donc j'ai pas forcément prévu plus que ça. Mais si vous voulez dessiner votre personnage principal. Par contre, ce qui va arriver, et là je m'aperçois que éventuellement c'est peut-être pas la peine que je fasse trop de séances théoriques. Je vous avais dit que on allait, je dis qu'on allait réfléchir sur euh, une histoire illustrée. Euh, et donc je pense qu'on pourra la commencer. On pourra la commencer dès la semaine prochaine. Donc, avec tout ce que je vous ai expliqué, euh, ce que vous Oh, pouvez... Allô? Allô? Valentine? Avec tout ce que je vous ai expliqué, la semaine prochaine, on commencera à remettre au point une vraie histoire qui, elle, sera vraiment dessinée. On fera pas des planches, on fera surtout des illustrations. Donc, il n'y aura pas besoin de mettre en place tout un travail de planche, etc. Mais en tout cas là, si vous voulez essayer de dessiner votre personnage principal, si vous voulez réfléchir un peu plus à votre scénario ou le résumer, eh ben il y a un peu plus d'une demi-heure. Donc c'est à vous de voir. Soit vous dessinez, soit vous continuez à écrire. Donc c'est bon. Et voilà. Et Oui, oui. si vous avez des questions, ben je suis là. Parce que je pensais qu'il y aurait eu des questions après mon explication, mais bon, apparemment ça a l'air d'aller. Donc, allez-y. J'ai fait du coup des nouvelles versions Ouais. de trucs avec des biscuits. Ouais, bah je vais les lire, mais après, ce qu'il y a par rapport à tes nouvelles versions, ce sera à toi de les choisir. Moi, je peux pas te dire, écoute, celle-là est meilleure qu'une autre. Je pense que tu as compris, je pense, L'avantage Oui. l'avantage de la dernière, c'est que je peux l'approfondir. Bah, si tu... Plus sur la dernière, vas-y. Peut-être construire un petit peu plus. Essaie d'imaginer James. Voilà, c'est un petit extraterrestre qui veut des biscuitos. Donc c'est encore plus marrant.
C'est à toi, après c'est à toi de choisir. Moi je peux pas vous dire fais plus ça que ça. Parce que des fois il peut y avoir des thèmes qui me plaisent plus, mais ça c'est, on va dire, c'est psychologique, c'est affectif. C'est à vous de savoir, ouais, je vais vraiment faire celle-là. Après, si vous choisissez une et vous me dites, bon, je vais faire ci, ça. Après, moi, je peux vous dire, bah, tu vois, là, il y a peut-être tel problème, pourquoi ça, là, je trouve que, etc. Mais sur le choix que vous avez, c'est vraiment, ça vous appartient. Et bah, voilà. Parce qu'une histoire, c'est long à faire. Euh, c'est super intéressant, mais c'est super long. Et du coup, bah, il faut vraiment aimer l'univers qu'on est en train de construire. Vous lancez jamais dans un univers, genre une commande, et enfin jamais. Enfin, je vais reformuler. Disons, moi j'évite de me lancer dans des trucs où j'ai pas de lien un peu affectif avec certains types d'histoires. On m'a déjà proposé, ouais, des trucs pour des gamins et tout. Non, en fait, non. J'ai la technique pour ça, mais je vais m'ennuyer J'aime terriblement. pas les enfants. Le Grinch. J'ai horreur des enfants. Non, c'est pas que j'ai horreur des enfants. Si, un peu quand même. Je plaisante. Non, je rigole. Non, j'ai une fille, donc je peux pas avoir horreur des enfants. Euh, J'aime bien les enfants, sauf ceux des autres. En fait, j'ai plein de trucs méchants comme ça à dire. Mais bon, j'ai arrêté de le dire. Non, non, c'est que je suis pas à l'aise avec des. Je sais pas faire des histoires pour des tout petits. C'est super compliqué. Et puis je me sentirais pas bien. Nounours qui va à la plage, ça m'ennuie. Je sais pas comment écrire ça. Mais après, je pourrais le faire parce que ben, j'ai la technique scénaristique. Ça veut pas dire que je saurais bien le faire, hein. Ça veut dire que je peux construire une histoire parce que j'ai des outils, j'ai à travailler dessus. Donc je pourrais prendre une histoire qui tient la route, mais je sais pas si j'arriverai à la fin, du coup. Et si c'est payé, je serai obligé de me le faire. Ça va être horrible. Comme bon, après, si on a que ça pour faire, si c'est notre métier et que voilà, on a besoin de ça pour manger et rester propre, ben, souvent on est obligé de le faire. Mais à choisir, si on fait de la BD, ben, c'est quand même l'endroit où on a quand même beaucoup de liberté. Pas forcément toute la liberté qu'on veut, parce que ben, la BD, il y a un marché de la BD. Donc il y a des courants dedans dans le marché, donc il faut essayer de s'y coller si on veut vendre des trucs. Voilà. Donc, mais au-delà de ça, on a vraiment, voilà, on peut imaginer toutes sortes de personnages, etc. Et moi, je préfère profiter de ça. Donc les boulots de commande, ça passerait pas. Sauf si on me promet une montagne d'argent. Bien sûr. Je veux bien me faire violence. Mais je Ouais. sais que ça va être une souffrance, mais horrible. De ce que j'avais ressenti, en fait, je devais monter une série animée pour. Je me suis aperçu qu'ils étaient radins. Ils voulaient pas payer, en fait. Et, et ben ça, c'était un peu un boulot de commande. Et j'avais senti, même si j'avais réussi à mettre des ingrédients de ce que moi j'aime mettre dans mes histoires, et que ça leur avait plu, en fait, il fallait quand même que je mette des éléments purement commerciaux, de choses que moi je porte pas forcément. Et ça, c'est. Mais bon, quand tu dis que bah voilà, c'est pour faire un peu d'argent, parce que bah voilà, il faut quand même un peu gagner sa vie. Pour l'instant, je suis pas une célébrité, voilà. Donc, on le fait quand même. Mais pensez-y à parfois plus tard. Si un jour vous vous rappelez un petit peu de ce que j'ai dit, mais enfin, je pense que vous allez plutôt oublier. Mais quand même, gardez ça dans une case et réfléchissez à un boulot de commande de création d'univers ou de scénario. Posez-vous la question, mais qu'est-ce qui va. C'est quoi les petits trucs là-dedans avec lesquels je peux me relier, qui fait que. D'accord. Donc, ça peut. Voilà, je conseille que je peux donner. Mais après, il y a peut-être des gens qui se coulent très bien dans telle ou telle histoire qui n'ont pas ce genre de problème. Donc voilà. Bah, comme j'avais dit, ben, si vous pouvez soit dessiner, soit voilà, reconstruire un petit peu votre histoire.
Et puis si vous dessinez, ben allez-y. Puis moi je jette un œil, voilà. Postez 10 minutes avant la fin, puis je regarde un petit peu ce que vous avez dessiné. Et, et puis voilà. Je vais couper la vidéo du coup. J'ai enregistré ce que j'ai dit sous forme de vidéo pour Gladys. Donc je vais arrêter l'enregistrement.